Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du 27 décembre 2022. Dans les détails des informations de ce jour, un audit urgent concernant les dépenses faites par le CNLS au Comité national de lutte contre le sida est nécessaire d'après les consignes données par le président de la République récemment lors du Conseil des ministres. Le Fonds international financier du CNLS réclame des informations claires sur les dépenses de ce comité. D'un autre côté, le secrétaire exécutif du CNLS a déclaré aujourd'hui que c'est l'administration 2019-2020 qui est concernée par demande de remboursement. Le Fonds monétaire international est le financier du projet qui lutte contre le VIH-Sida à Madagascar. Tous les 3 ans, la demande de financement est renouvelée. Selon les informations, le Fonds monétaire international peut demander le remboursement d'une partie du financement. Ensuite, de bons résultats ont été constatés durant ces 16 mois d'existence du secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat. Selon le premier responsable de ce département ministériel, lors d'un bilan en fin de semaine, 3 grands projets inscrits dans le cadre des projets présidentiels sont sous la responsabilité du SENVH, outre les autres projets à travers la Grande Île pour la modernisation des villes et les projets de logement. 1000 logements ont été construits dans toute la Grande Île dans le cadre des projets de logements sociaux sous la houlette du secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat. 320 logements sont construits à Imirtiatousk, un des plus grands parcs de logements de Madagascar, à la porte de la nouvelle ville Talamaswanj. 80 logements ont été respectivement construits à Ntsranan, Nousbe, Tuamas, Mourndav, Antirabe et Fianarantsu. Le but est de construire 40 000 logements sociaux dans toute la Grande Île. Pour ce faire, l'État a construit ces 1000 logements pour exemple et le SENVH s'est chargé de mettre en place des stratégies en coopération avec le secteur privé pour poursuivre la construction de ce projet. 3 grands projets sont également sous la houlette du secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat, notamment la construction de la nouvelle ville Talamaswanj, le projet Miami qui porte sur l'aménagement du bord de la mer de Tuamasin et le transport par câble. Selon le secrétaire d'État, Gérard Andjamanouissou, la nouvelle ville Talamaswanj est actuellement dans la phase de compensation des biens des particuliers, une étape qui va se poursuivre par les projets d'aménagement. Néanmoins, les constructions sur les terrains publics débutent notamment pour les cités ministérielles et parcelles dédiées au secteur privé. Pour le projet Miami, la réception technique de la première phase se fera le 28 décembre prochain. Les travaux devraient s'achever avant juin 2023. Pour le projet Transport par câble, les travaux de construction de la première gare à Anous ont cessé pendant les fêtes et reprendra le 3 janvier prochain avec les études de sondage du sol. Le but est que, rappelons-le, la ligne orange soit opérationnelle avant les Jeux des îles de l'océan Indien de 2023. Le budget de tous ces travaux entre dans le budget prioritaire de l'État si des financements se font également par prêt, remboursables à long terme, mais aussi l'utilisation des fonds souverains selon le ministre. En outre, les autres projets de modernisation des villes se poursuivent comme les nouveaux pôles urbains répartis dans les districts du pays. Il y a également le projet de construction de 2000 logements en zone côtière, des logements qui peuvent supporter les changements climatiques. 54 de ces logements ont été déjà construits à Manakar, selon les explications du secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat. Concernant le secteur du tourisme, les acteurs du tourisme demandent l'augmentation du nombre de compagnies aériennes pouvant effectuer des vols directs depuis Touliar vers l'étranger. L'objectif est de permettre à davantage de touristes de visiter le parc national de l'Issal selon ces derniers. Reportage sur les images de Khat Ramanazatouf. Le parc national de l'Issal est la deuxième source de revenus du trésor public dans le secteur du tourisme après Nosibé, selon les rapports des responsables et opérateurs touristiques locaux. L'épidémie de Covid-19 a eu un impact néfaste sur le tourisme local selon eux, réduisant la recette dans le secteur du tourisme dans la zone de l'Issal. Pour pouvoir résoudre ce problème, les acteurs du secteur du tourisme de l'Issal ont demandé d'étendre les compagnies de transport aérien qui peuvent effectuer des vols directs depuis Touliar vers l'étranger. Ils ont lancé cette demande durant la Journée internationale des régions qui s'est tenue à Issal, commune Ranouir, région Yourmé. Aussi, ces opérateurs touristiques lancent un appel au respect de ce parc national qui est unique et qui rend particulière notre pays pour sa beauté. Et il n'y aura pas de pluie durant la fête de fin d'année pour la ville d'Antananarive, selon les prévisions météorologiques. En effet, la masse nuageuse, qui est la cause des orages de la semaine dernière, est en passe de se déplacer vers l'ouest et le nord-ouest de l'île. Reportage.
Le beau temps sera à nouveau au rendez-vous sur les hautes terres centrales et la partie est à partir d'aujourd'hui, et cela jusqu'à la fin de semaine selon les prévisions du service de la météorologie. À cet égard, la pluie ne perturbera pas la fête de fin d'année pour Antananarivo. Il est donc possible de faire la fête sereinement, sans porter de parapluie durant le réveillon 2022. Pourtant, dans les régions sud et sud-ouest, le retour d'un pluie intermittent est prévu. Et en ce qui concerne les températures, elles seront à la hausse. Par ailleurs, aucune tempête tropicale n'est à craindre pour cette semaine au vu des conditions atmosphériques de la région de l'océan Indien et du canal de Mozambique. La célébration de la fête de Noël pour la ville d'Antsirabe a été particulière cette année 2022, à la différence des 2 dernières années où il n'y a aucune fête en raison de l'épidémie de coronavirus. De nombreux événements artistiques, des compétitions sportives et des distributions de cadeaux aux familles vulnérables ont marqué le week-end de Noël dans la commune rurale d'Antsirabe. Les détails avec Anzar Hazanarville. En plus de nombreuses expositions et différents jeux pour les enfants, un événement a été organisé par la direction de la ville d'Antsirabe, dirigée par le maire, le docteur Uno, comme l'événement qui s'est déroulé à la gare d'Antsirabe, où on a vu la participation des artistes évangéliques locaux. Il y avait aussi le jeu sportif, intitulé Coupe de Noël, au cours duquel de nombreux services de la commune et de nombreux invités ont participé à différentes disciplines telles que la pétanque, le foot à 3, le basket, etc. De plus, les œuvres sociales menées par la direction du ville d'Antsirabe se sont toujours poursuivies. Des vêtements, des bonbons, des biscuits et de nombreux jouets ont été distribués à cette occasion à l'initiative de l'association VMF ou Veivav Mvunjnawen Fapanchsun, dirigée par Assamanana Ignace, épouse du maire d'Antsirabe, le docteur Uno. Il y a eu également une distribution de fournitures scolaires pour les élèves vulnérables dans les écoles publiques d'Antsirabe. À noter que cet événement se poursuivra durant la fête de fin d'année et le Nouvel An. Place maintenant aux actualités internationales. En Ukraine, dans l'Est, les frappes russes sont toujours régulières sur Bakhmut, que les Russes tentent de prendre depuis l'été. Reportage sur les images de France 24. C'est l'épicentre actuel du conflit en Ukraine. La ville de Bakhmut dans le Donbass est depuis plusieurs mois sous un déluge de feu de l'artillerie russe. Ici, sur la ligne de front, les rues sont désertes. Des centaines de familles ukrainiennes vivent cloîtrées dans des caves, avec leurs enfants qui ne voient presque plus la lumière du jour. Parmi eux, Gleb, 14 ans. Ce jeune adolescent n'a connu que Bakhmut. Il affirme vouloir rester malgré l'insécurité permanente. Je me plais ici. J'aime être ici et je n'ai rien à craindre. Ce que j'aimerais, c'est aller me promener dehors. Et si j'avais au moins un ami, ça serait plus drôle. Mais quasiment tous les enfants ont quitté la ville avec leur famille. Ceux qui sont restés au péril de leur vie s'agglutinent dans des abris comme celui-ci, installés un peu plus loin dans le sous-sol d'une école. Pour Grigori, 13 ans, le même rituel quotidien, un aller-retour pour déjeuner chez lui et revenir se cacher ici. D'habitude, je viens ici avec ma mère, mais maintenant, je suis ici avec ma grand-mère. Je viens ici pour charger mon téléphone. Quand je suis à la maison, je lis des livres. Mais le trajet entre la maison familiale et cet abri est très dangereux, comme le raconte Anna, la sœur de Grigori. 2 civils ont été tués ces derniers jours sur le chemin. Nous vivons sans eau, sans électricité, sans chauffage, ni Internet. La plupart des gens n'ont plus de travail et ne font que survivre. Des gens sont tués tous les jours, comme d'habitude. Des enfants en proie à un stress chronique et qui peuvent développer à long terme de graves troubles psychiques et cognitifs. Et concernant la célébration de la fête de Noël en Ukraine, le pape François a appelé dimanche à mettre fin à une guerre insensée en Ukraine dans sa bénédiction de Noël, alors qu'une partie du pays célèbre cette fête en ce 25 décembre pour se démarquer des festivités orthodoxes russes qui auront lieu, elles, le 7 janvier. Toujours avec France 24. Dans cette petite église orthodoxe de la région de Kharkiv, à une vingtaine de kilomètres seulement de la frontière russe, le prêtre et les fidèles ont choisi de célébrer la messe de Noël le 25 décembre au lieu du 7 janvier. Une façon de marquer leur défiance vis-à-vis de la Russie.
Avant, nous prenions tout ce qu'on nous imposait pour argent comptant. On ne réfléchissait pas. Mais maintenant, dans notre famille, on ne parle plus que l'ukrainien. Et on éduque notre enfant dans la culture ukrainienne, pour ce qui est des traditions et des fêtes. Je ne veux rien avoir en commun avec ceux qui bombardent notre pays et massacrent nos enfants. Le père Renadi a passé 70 jours dans sa cave sous les bombardements pendant l'occupation russe. Ils nous ont apporté l'horreur, la mort et la ruine. Et je ne veux pas être avec un patriarche et un clergé qui nous méprisent et nous souhaitent la mort. Nous nous arrachons au fer de la domination impérialiste. Maintenant que nous sommes libres, nous pouvons dire que nous sommes indépendants de l'Église de Moscou, qui nous dominait et nous a volé notre identité. En ce matin de Noël si particulier pour ces fidèles, nombreux sont ceux qui prient pour les membres de leur famille victimes de la guerre. Les prières collectives, elles, vont toutes à l'Ukraine et à la victoire. Tu me le changes ? Et pour terminer, les autorités ont mis fin sans préavis le 7 décembre à la plupart des strictes mesures sanitaires contre le Covid-19. Dernier vestige de leur politique du zéro Covid en Chine, la quarantaine obligatoire sera supprimée à partir du 8 janvier pour les voyageurs entrant sur le territoire, a annoncé Pékin lundi 26 décembre. France 24. La Chine se rouvre au monde et les Chinois reprennent déjà leurs habitudes quotidiennes. Après avoir suspendu définitivement sa politique zéro Covid, Pékin a donc annoncé la suppression dès le 8 janvier prochain des tests et de la quarantaine imposés aux voyageurs entrant dans le pays. Une mesure attendue à l'étranger, notamment par la diaspora chinoise, mais aussi dans le pays. Les étudiants à l'étranger pourront rentrer chez eux. La situation s'est améliorée. Tout le monde a déjà été testé positif une fois, donc je pense que cette politique est plutôt bonne. Je suis assez surprise. Quand le pays a rouvert, je savais qu'il pourrait y avoir un jour comme celui-ci. Les projets de voyage reportés il y a 3 ans vont enfin se réaliser. Pourtant, la réalité est tout autre. Depuis la levée de la politique zéro Covid, les contaminations explosent avec des dizaines de millions de nouveaux cas chaque jour. Conséquence, les hôpitaux sont surchargés et les médicaments manquent dans les pharmacies. Dans cet hôpital, le personnel de santé fait tout son possible pour augmenter la capacité d'accueil du service des urgences. Maintenant, tout notre système de médecine interne prend en charge les services d'urgence et de fièvre. Notre volume de consultation quotidien initial était de plus de 160 personnes au service de médecine interne d'urgence, mais maintenant le nombre dépasse 330. La Chine ne publie plus de statistiques sur le Covid depuis dimanche. Cette flambée des contaminations inquiète à l'étranger. Selon plusieurs études, cette levée des restrictions pourrait entraîner la mort d'environ 1 million de personnes en Chine au cours des prochains mois. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Dans quelques instants, vous allez suivre la série Scandale. Quant à moi, je vous dis excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.